En 1917, Cummings se porte volontaire comme ambulancier et arrive en France sur le front du côté de Noyon, à 100 km au nord de Paris. Son ami, Slate Brown, envoie aux États-Unis quelques lettres désinvoltes et moqueuses que la censure intercepte. Il est arrêté. Cummings, étant son ami, est bien sûr soupçonné de complicité dans la trahison et se retrouve à son tour arrêté et interrogé. La scène, assez courtelinesque, se passe à Noyon. Levez les bras. Des cigarettes, des crayons, un canif, de l'argent. Vous n'avez pas le droit de conserver tout ceci. J'en serai responsable. Vous n'avez rien d'autre? Je crois que j'ai un mouchoir. Vous n'avez rien dans les chaussures? Mes pieds. Venez par ici. Je regardais dans 6 yeux assis derrière un bureau. 2 appartenaient à une personne genre avocassier, en civil, muni d'un air indifférent et de moustaches aux proportions admirables, dont le propriétaire se servait constamment pour imiter le geste d'un monsieur qui sonnerait un maître d'hôtel. 2 autres étaient l'apanage d'un superbe vieux gâteux, figure tout en piste de ski et montagne russe, qui arborait une poitrine où la rosette s'accroupissait pompeusement. Les numéros 5 et 6 se référaient à mon interrogateur, monsieur le ministre de la Sûreté de Noyon, qui s'était assis, avant que j'aie eu le temps de réadapter mes yeux, légèrement déroutés. Monsieur parlait un anglais positivement sanitaire. Écrivez. Le 24 septembre 1917. Interrogation du suspect. Quel est votre nom? Edward E. Cummings. Votre deuxième nom? E-S-T-L-I-N. Comment dites-vous cela? Je comprends pas. Comment prononcez-vous ce nom? Ah, Estlin. Vous êtes irlandais? Non, américain. Vous êtes irlandais d'origine? Non, écossais. Vous êtes sûr qu'il n'y a jamais eu d'Irlandais dans votre ascendance? Pour autant que je sache, jamais. Peut-être il y a 100 ans. Absolument pas. Votre nom est bien irlandais. Cummings est un très vieux nom écossais. Autrefois, on disait Comyn. Un Écossais nommé Comyn le Rouge fut tué par Robert Bruce dans une église et il fut parmi mes ancêtres et d'ailleurs un homme très célèbre. Mais votre deuxième nom, d'où sort-il? D'un Anglais, un ami de mon père. Écrivez qu'il nie ses origines irlandaises. Que fait votre père en Amérique? Il est ministre de l'Évangile. De quelle église? Unitarienne. C'est comme un libre penseur. Non, non, c'est un homme de Dieu. Écrivez protestant. À partir de ce moment, notre entretien se poursuivit en français, aux grandes dames de monsieur, mais à la joie de la rosette et avec l'approbation des moustaches. En réponse à leurs questions, je les informais que j'avais fait mes études à Harvard pendant 5 ans. Comment? Vous n'avez jamais entendu parler de Harvard? Que j'étais descendu à New York, où j'avais étudié la peinture, que là je m'étais engagé comme conducteur volontaire, m'embarquant pour la France aussitôt après vers la mi-avril. En arrivant, on m'avait affecté à la section sanitaire 21. Vous avez rencontré le nommé Brown sur le bateau? Oui. Monsieur regarda autour de lui d'un air entendu, la rosette hocha plusieurs fois la tête, les moustaches sonnèrent. Je compris que ces aimables personnes comptaient faire de moi le jouet innocent d'un machinateur rusé et ne pus m'empêcher de sourire. C'est marrant, je me dis. Ils auront du mal. Vous et votre ami, vous étiez ensemble à Paris? Oui. Pendant combien de temps? 1 mois en attendant nos uniformes. Et qu'est-ce que vous avez fait à Paris? On s'en est bien payé. Pas la peine d'écrire cela. Vous avez eu beaucoup d'histoires avec le lieutenant
Anderson? Le lieutenant Anderson, oui, en effet. Pourquoi? L'image du chef de la section sanitaire 21 me passa devant les yeux. Tête pâteuse, dégaine de faux officiers anglais, grosses cuisses, jambières de cuir crescentes. La leçon quotidienne, c'est pas ce que vous avez, vous deux. Vous avez l'air de garçons très bien élevés et tout. Mais vous avez cette sale habitude de n'être jamais propre. J'ai pas envie de faire mal voir ma section, moi. Notre devoir, c'est de faire comprendre à ces sales Français ce que c'est que les Américains. Faut leur faire comprendre que nous, on est supérieurs. Ces enculés, ils savent pas ce que c'est que de prendre un bain. Et vous autres, vous êtes toujours à traîner par là, à tenir le crachoir à ces mangeurs de grenouilles qui sont bons qu'à faire la cuisine et le sale boulot. Faut vous raser, faut vous tenir propre. Il faut plus que vous alliez vous frotter à ces sales Français. Nous, les Américains, on est ici pour apprendre quelque chose à ces enculés. Est-ce vrai que vous étiez toujours ensemble et que vous préfériez la compagnie des Français à celle de vos compatriotes? Oui. Pourquoi? Eh bien, nous pensons que plus on connaît le français et mieux on connaît les Français, et mieux ça vaut. Vous savez, comme moi, qu'il faut une totale compréhension entre les races latines et anglo-saxonnes si on veut gagner la guerre. La Rosette. Ah oui, il a raison. Vous n'ignorez pas que votre ami a écrit à des amis en Amérique et à sa famille de très mauvaises lettres. Si, je l'ignore. En un éclair, je compris ce qui avait mené Monsieur à 21. La censure française avait intercepté certaines lettres de Brown et avait averti Monsieur Anderson, qui avait témoigné avec soulagement du mauvais caractère de Brown et souhaitant très naturellement se débarrasser de nous deux à la fois, avait par ailleurs indiqué que nous étions toujours ensemble et que de ce fait, je pouvais avec raison être considéré comme un individu louche. Votre ami était ici il n'y a pas longtemps. Je lui ai demandé si vous étiez dans un aéroplane au-dessus des Allemands, est-ce que vous laisseriez tomber des bombes sur ces Allemands? Et il m'a répondu que non, il ne laisserait pas tomber des bombes sur les Allemands. J'avoue que ce mensonge, car c'en était un, me confondit. Tout d'abord, à ce moment-là, j'ignorais tout des méthodes policières. Ensuite, je savais très bien que 8 jours plus tôt, nous avions, Brown et moi, sur le conseil de notre sous-lieutenant interprète, adressé une lettre au sous-secrétaire d'État français à l'aviation, puisque le gouvernement américain allait reprendre en charge la Croix-Rouge et que toutes les sections sanitaires seraient donc reprises à l'armée française et rattachées à l'armée américaine. Nous avions demandé l'autorisation de maintenir nos liens avec les Français en nous engageant dans l'escadrille Lafayette. Un des salles français avait rédigé la lettre, d'après nos indications, dans le plus beau style que l'on puisse imaginer. Vous avez demandé, vous et votre ami, à entrer dans l'aviation française. Oui. Pourquoi pas l'aviation américaine? Ah, mais c'est, comme mon ami me l'a souvent dit, les Français, après tout, sont les meilleurs gens du monde. Est-ce que vous auriez quelque hésitation à jeter des bombes sur les Allemands? Non. Et pourquoi croyez-vous que vous feriez un bon aviateur? Parce que je pèse 61 kilos et que je sais conduire n'importe quelle espèce d'auto ou de motocyclette. Est-ce que vous cherchez à me dire non seulement que mon ami voulait éviter le service dans l'armée américaine, mais qu'il avait l'intention de trahir par-dessus le marché? Eh bien, ce serait plutôt ça, non? Pourquoi avoir écrit à une aussi haute personnalité? Parce que l'excellent sous-lieutenant qui traduisait, quand monsieur le lieutenant Anderson n'était pas fichu de comprendre, nous l'a conseillé. Consignez ceci dans votre procès-verbal, que moi, ici présent, je me refuse entièrement à croire que personne au monde aime plus sincèrement la France et le peuple français que mon ami. Dites-lui de l'écrire. Non, ne l'écrivez pas. Nous avons les meilleures raisons de croire que votre ami n'est pas un ami de la France. Là, ça ne me regarde pas. Je veux que l'opinion que j'ai de mon ami soit enregistrée. Vous comprenez? La Rosette, c'est raisonnable?
Très bien. Écrivez. Et pourquoi se serait-on engagé? C'est que vous détestez les Boches. J'avais gagné mon procès. La question était de pure forme. Pour sortir libre de cette salle, je n'avais qu'à dire oui. Mes examinateurs étaient sûrs de ma réponse. La Rosette se penchait en avant, m'encourageant d'un sourire. Les moustaches faisaient des petits oui en l'air avec leurs porte-plumes. Et monsieur avait perdu tout espoir de prouver ma culpabilité. J'étais peut-être imprudent, mais j'étais innocent. La dupe d'une intelligence supérieure et maligne. On me conseillerait sans doute de mieux choisir mes amis la prochaine fois, et ce serait tout. C'est que vous détestez les Boches. Non, c'est que j'aime beaucoup les Français. Il n'est pas possible d'aimer les Français sans haïr les Allemands. Vous n'êtes pas sans connaître les atrocités commises par les Boches. J'en ai entendu parler. Vous n'y croyez pas. C'est pas exclu. Et si c'était vrai, et ça l'est bien entendu, vous ne détesteriez pas les Allemands? Dans ce cas-là, naturellement, tout le monde devrait les détester. Je suis navré, mais à cause de votre ami, vous serez détenu pendant quelque temps. Plusieurs semaines? C'est possible. Cela mit fin au procès. Monsieur examina mes volumineux bagages au bureau de la prison. Monsieur me fit tourner tout sans dessus-dessous. Qu'est-ce que c'est, cette grosse douille? D'où ça sort? C'est un soldat français qui me l'a donné comme souvenir. Et ces têtes d'obus? Aussi, des souvenirs. Vous vous figurez que vous m'avez pris en train de faire sauter le gouvernement français tout entier? Mais tous ces cahiers de dessin, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, monsieur, vous me flattez. Des dessins. De fortification? Surtout pas. Des poilus, d'enfants et d'autres ruines. Très bien. Vous pouvez emporter le ballot et le lit pliant dans votre cellule. Les autres affaires resteront en sûreté ici, dans le bureau. Garde. Ballot et lit sous le bras, je le suivis. Nous n'avions pas loin à aller. Je me rappelle qu'après un tournant, on apercevait une espèce de square près de la prison. Une musique militaire s'exécutait pour le plaisir impassible de quelques poignées de civils déchiquetés. Mon nouveau gardien s'arrêta un moment, peut-être sa fibre patriotique en était-elle remuée. Puis nous parcourûmes un passage avec des portes cadenassées de chaque côté, nous arrêtant devant la dernière à droite. Une clé l'ouvrit, on entendait toujours clairement la musique. Mais on est bien ici.